Madame la conseillère d'État, Mesdames et Messieurs, bonsoir. Au nom de la section économie de l'Institut national genevois, j'ai le plaisir de vous souhaiter la bienvenue pour cette première conférence de l'année. Nous poursuivons notre cycle dit de mi-législature où nous accueillons régulièrement un conseiller d'État et ce soir nous avons la chance d'accueillir Madame Nathalie Fontanet, conseillère d'État en charge du département des finances et des ressources humaines. Vous avez choisi un titre, l'égalité, un principe directeur dans tous les domaines de l'action publique. Et donc c'est un thème à la mode aujourd'hui, on en parle beaucoup, mais c'est un thème aussi large, puisque je crois que vous allez quand même nous parler un petit peu de finances publiques, qui est un des deux grands dicastères que vous dirigez, et nous nous réjouissons de vous entendre sur ce sujet. Je vous cède la parole. Merci. Je vous remercie, mesdames et messieurs. Bonsoir, je suis ravie d'être avec vous. Effectivement, je remercie évidemment l'Institut national genevois pour son invitation, ce qui me donne l'occasion de vous parler un peu de ce que je fais et de mes occupations. Je vais vous parler d'égalité, mais d'égalité à travers les différentes politiques publiques. Mon département est en charge des finances. Avoir des finances saines, ça permet aussi d'avoir une égalité des chances des uns et des autres. Je vais vous parler de fiscalité. Vous comprendrez, vous abonderez sur le fait qu'en matière de fiscalité, l'égalité de traitement, l'équité sont des notions essentielles. Je vais vous parler un tout petit peu de politique de ressources humaines, dans lesquelles il y a évidemment aussi une notion d'égalité, en tout cas d'égalité de traitement. Et puis, je vais finir par vous parler d'égalité au sens premier du terme, d'égalité homme-femme, qui est un domaine qui me tient à cœur et que je me réjouis de porter. Alors, mesdames et messieurs, l'introduction, je l'ai faite. Pour commencer, à quoi ont servi vos impôts ? Vous savez que l'État a un budget d'un peu plus de 9 milliards, 9,13 milliards, et cette année, il a présenté malheureusement un budget avec un déficit de près de 600 millions. À quoi ont servi, ça c'est une image des comptes 2018, à quoi ont servi le paiement de vos impôts ? On voit qu'il y a 3 grands domaines qui coûtent, mais c'est important, ce sont des prestations qui sont reversées directement à la population, c'est aussi des prestations nécessaires et ça fait partie de l'activité régalienne de l'État. Donc la formation, 33%, la cohésion sociale, c'est tout ce qui correspond à des subsides aussi, et vous savez que ces charges sociales augmentent régulièrement. Et puis la santé sont aussi des charges qui augmentent énormément. Dans le cadre des tâches principales de l'État, eh bien, il y a effectivement la présentation de son budget. Et c'est le moment politique qui est le plus important de l'année. C'est le moment où l'ensemble des partis en présence au Grand Conseil s'affrontent. C'est le moment où des majorités se tissent. Et puis là, eh bien, vous voyez le projet de budget 2020, le projet de budget 2020, et vous voyez surtout l'immense augmentation des charges que nous avons eue cette année. Cette immense augmentation des charges, elle est liée d'une part à l'adoption du contre-projet à l'initiative 170, qui était, vous vous souvenez que nous avions un peu vendu comme un paquet avec la réforme de la fiscalité des entreprises. Et puis, cette énorme augmentation des charges, elle est aussi liée à la recapitalisation de la caisse de pension de l'État de Genève. On a évidemment une diminution de revenus à hauteur de 2,1%. Cette diminution de revenus, elle est liée aux revenus de la réforme de la fiscalité des entreprises qui se sont trouvés diminués.
La difficulté que nous avons au sein du Conseil d'État, c'est d'avoir effectivement un budget qui puisse contenter l'ensemble des conseillers d'État avec les majorités des uns et des autres. Et puis, c'est ensuite d'avoir au niveau du Grand Conseil une majorité qui vote ce budget. Alors, pourquoi est-ce qu'on a aussi, et sans reporter la faute sur le Grand Conseil et sur les députés, mais c'est important de noter que nous avons une majorité fluctuante depuis cette nouvelle législature. C'est-à-dire que nous avons à la fois une majorité qui baisse les revenus, donc qui vote des baisses d'impôts, avec évidemment des contribuables qui sont contents. On pensera évidemment à la réforme de la fiscalité des entreprises, mais ça c'était quelque chose de très attendu, mais aussi à des déductions par exemple pour la garde d'enfants et à d'autres baisses d'impôts significatives qui sont intervenues. Et puis on a une majorité composée d'autres groupes qui, elles, votent une augmentation des prestations à la population. Alors si on fait moins en matière de revenus, mais plus en matière de prestations, eh bien forcément, on se retrouve assez rapidement avec des déficits. Donc c'est vrai que cette majorité n'est pas forcément utile au Conseil d'État. Et puis, nous avons évidemment, il appartient au Conseil d'État de piloter les finances publiques. Et si on peut comprendre un budget qui soit extrêmement déficitaire après l'acceptation des réformes telles qu'elles ont été, on aura effectivement plus de difficultés à accepter que ce budget reste déficitaire. C'est important de relever qu'un budget déficitaire entraîne évidemment une augmentation de la dette dont j'aurai l'occasion de vous parler dans quelques minutes. Alors, on a souvent parlé, et certains aiment à parler d'une crise des recettes. Eh bien, mesdames et messieurs, moi, je vais vous montrer que nous sommes finalement face à une crise des charges. Ces graphiques sont en base 100, et donc tous les montants sont ramenés à cette base 100. Et on voit finalement que les variations annuelles sont importantes. On voit que les prestations sociales sont passées de 100 en 2011 à 145 en 2020. On voit donc que ces prestations sociales, elles augmentent considérablement, régulièrement, sans que nous n'ayons les moyens finalement de les contenir. On voit également que dans ce graphique, excusez-moi, que les charges de personnel sont en augmentation, mais ces charges de personnel, elles sont dans une augmentation qui est presque équivalente à l'augmentation des revenus fiscaux, contrairement aux charges sociales qui, elles, augmentent beaucoup, beaucoup plus. Et là, cette discrépance qu'on voit entre finalement l'augmentation des revenus fiscaux et des parts aux recettes fédérales et l'augmentation des charges, eh bien, c'est ce qui creuse ce déficit. Et c'est ce qui met aussi notre canton dans cette situation aujourd'hui. Pour quelles raisons est-ce que notre canton a des charges aussi importantes? Et puis, quelles sont les relations entre le canton et les communes? Eh bien, vous le savez, nous ne sommes pas comme les autres cantons. Nous avons une forte centralisation au niveau du canton et une répartition des tâches que nous essayons de revoir depuis des années sans grand succès. Si l'on compare la situation du canton de Genève, par exemple, au canton de Vaud, eh bien, on voit que dans le canton de Vaud, les communes prennent à leur charge une grande partie des charges dynamiques, des charges sociales, ces charges qui évoluent régulièrement, alors que dans le canton de Genève, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Alors, nous avons réussi à entamer des discussions d'entente avec les communes sur la façon d'avoir un éventuel transfert des charges qui impliquerait aussi un transfert des compétences. C'est important de ne pas reporter aux communes de simples charges sans qu'elles aient elles-mêmes les moyens et les compétences de pouvoir gérer ces charges. Alors, évidemment, vous l'imaginez, négocier ce type de transfert avec des communes à quelques mois des élections,
Ce n'est pas le bon moment, les élections municipales. Donc nous avons signé un accord et puis nous prendrons le temps de négocier ces transferts. Ça aussi, c'est un élément important de la politique que je souhaite mener. C'est une politique de consultation, une politique de concertation, une politique de collaboration. Et je pense que comme cela, dans le Parlement que nous avons, c'est un meilleur moyen pour faire aboutir des dossiers. La répartition des recettes fiscales, vous le voyez, là aussi, on a une différence avec le canton de Vaud, mais cette différence, elle est évidemment explicable. Dans le canton de Genève, eh bien, nous gardons 79% des recettes fiscales et nous en rétrocédons 21% aux communes. Dans le canton de Vaud, vous voyez que cette rétrocession est plus importante aux communes, mais elle est justement plus importante parce que les communes assument une partie extrêmement importante aussi des charges dynamiques du canton. En matière de répartition des tâches canton-commune, vous voyez ces graphiques où on voit que Genève, après Bâle et Oury, est le canton qui assume le plus de charges. Il assume 80% des charges par rapport aux communes qui en assument 20%. Si vous regardez Zurich, on voit que la répartition est bien différente. On est à 58,42%. On a parlé budget, mais c'est important quand même de relever que c'est au moment des comptes qu'on fait vraiment l'addition. Parce que le budget, ce sont des autorisations de dépenses, et cela ne signifie pas que le tout sera dépensé. Et vous voyez que nos comptes 2018 ont été largement bénéficiaires, alors que le budget 2018 était un budget déficitaire. Alors, pourquoi est-ce que finalement on se retrouve avec des comptes bénéficiaires ? Peut être expliqué par plusieurs raisons. La première, c'est que les revenus fiscaux ont été plus importants que ceux attendus. Vous savez que nous faisons des estimations qui ont été jugées de qualité excellente tant par la Cour des comptes que par la Commission de contrôle de gestion. Et c'est vrai que manifestement, il arrive régulièrement des événements imprévus, que ce soit une très grosse succession en fin d'année ou un contribuable qui décide finalement de venir dans le canton. Alors, j'aime mieux vous dire qu'en tant que ministre des Finances, je préfère que ce soit dans ce sens-là et qu'on ait un tout petit peu peut-être sous-estimé les recettes fiscales, même si ce n'est jamais le but, hein, j'insiste, parce qu'on a quand même un budget à assurer, plutôt que de me retrouver dans une situation où on me dirait qu'on les a surestimés et de se retrouver avec des comptes extrêmement négatifs. L'évolution de la dette du canton. Alors ça, c'est évidemment notre point faible, le point faible du canton de Genève. Nous avons la dette la plus importante des cantons suisses, mais cette dette, elle a un historique, elle a une histoire. Hein. Elle ne s'est pas créée en un jour. Elle est liée au déficit des années 90, elle est liée au risque de la BCGE. Vous vous souvenez que l'État a investi beaucoup d'argent pour récupérer la Banque cantonale genevoise. Elle est liée aussi à la recapitalisation de la CIA, puis à sa fusion avec la CEH. C'était les premières, le nom des caisses de pension de l'État de Genève. Et puis maintenant, alors là, on est dans une situation difficile. Elle va effectivement grandement augmenter avec la recapitalisation de la caisse de pension. Le 15 janvier 2020, la dette était de 11 895 millions. C'est uniquement la dette du canton. Il faut savoir que, comparativement, certains cantons calculent leur dette avec la dette des communes. Là aussi, malheureusement, nous sommes les premiers de Suisse. Mais cette dette, aujourd'hui, de 11 895 millions, elle est de 100 millions inférieure à la dette du 15 janvier 2019. Ça ne veut pas dire grand-chose.
100 millions, hein, pardon, c'est ce que j'ai dit, 105 millions. Ouais. Ça ne veut pas dire grand-chose parce que ça peut être lié à simplement un décaissement plus important. Et la dette par habitant dans notre canton, vous le voyez, on est là, tout en haut. La dette par habitant, canton commune, elle est de 36 000 francs dans le canton de Genève, avec une dette par habitant du canton seul qui est de 23 500 francs. Nous sommes malheureusement le canton le plus endetté de Suisse, et là c'est un des enjeux de cette législature, parce qu'avec les réformes que nous avons votées, qui sont entrées en vigueur, eh bien notre dette risque sensiblement d'augmenter, et nous avons un frein à l'endettement. À partir de 13,3 milliards, ce frein à l'endettement va limiter certains investissements du canton. Donc nous devons y être attentifs. Alors la grande question que tout le monde se pose maintenant, et que les Suisses allemands n'hésitent pas à afficher dans leurs journaux, c'est est-ce que nous sommes les Grecs de la Suisse? Mesdames et messieurs, non, je vais vous le démontrer, je vais vous montrer pourquoi nous ne le sommes pas. Parce que, en termes de péréquation financière, déjà, c'est nos relations avec la Confédération et le système suisse qui veut que nous participions à aider les autres cantons. Genève est un des 5 cantons contributeurs. Donc ça, c'est un élément très important. Nous payons en 2020 275 millions pour financer les autres cantons. Nous payons jusqu'à présent 300. Cette année, ça sera 275. Cette péréquation a été revue. Et puis, si l'on chiffre également l'autonomie de notre canton et notre degré de dépendance par rapport à la Confédération, eh bien, nous savons que nous ne sommes dépendants qu'à hauteur de 9% de la Confédération. Donc, nous ne pouvons pas être... pardon, j'ai du retard. Voilà, excusez-moi, 9%. Autonomie, et vous voyez que nous sommes un des cantons, avec le canton de Zoug, qui est le plus autonome vis-à-vis de la Confédération. Donc on ne peut pas, mesdames et messieurs, vous en conviendrez, être à la fois les Grecs de la Suisse et à la fois le canton le plus autonome qui vit sans les aides des autres cantons et sans l'aide de la Confédération. Voilà, je vais maintenant vous parler un petit peu fiscalité. C'est vrai qu'en matière de fiscalité, eh bien, l'égalité, elle est absolument centrale. L'équité aussi, nous devons traiter les contribuables qui se trouvent dans la même situation de la même façon, et c'est un domaine dans lequel, finalement, l'administration, et heureusement, applique des critères extrêmement stricts, et c'est un domaine dans lequel il n'y a pas de pouvoir suprême du conseiller d'État qui pourrait dire mais ce groupe-là, ils sont plus sympathiques, faisons quelque chose. Et c'est important de maintenir une fiscalité qui soit équitable. Mais vous allez voir quelques surprises. On va faire un petit zoom sur les revenus fiscaux. Alors, en 2018, les revenus de l'État, nous ont rapporté 8 milliards, plus de 8 milliards, et les revenus fiscaux représentent 82% du budget de l'État. Enfin, là, les comptes, mais donc du budget. Vous vous rendez compte, mesdames et messieurs, de l'importance que cela met sur les revenus fiscaux et sur le fait que nous conservions nos contribuables. Après, on a évidemment toute une série de revenus non fiscaux, et puis des produits financiers qui représentent relativement peu de choses. Si on regarde les revenus fiscaux, on voit que le gros potentiel, eh bien, ce sont les personnes physiques qui nous apportent les plus gros revenus. Les personnes morales également, quand même, 25%, c'est important. Quelle est l'exploitation du potentiel fiscal? Mesdames et messieurs, l'exploitation du potentiel fiscal, c'est est-ce que Genève utilise bien son potentiel fiscal? Est-ce que notre canton taxe
ces contribuables. Alors j'aimerais vous dire que dans le domaine, on a une efficacité manifestement redoutable. Nous sommes le canton qui utilise le plus son potentiel fiscal. On voit cette comparaison par rapport aux autres cantons. On ne peut donc pas dire que Genève est, par exemple, généreuse avec ses gros contribuables, ni avec les petits, sauf exception, vous verrez dans quelques instants. Et on a, avec cette utilisation du potentiel fiscal, une relativement petite, même toute petite marge de manœuvre pour des augmentations d'impôts si nous voulons pouvoir continuer à être un minimum attractif et que nos contribuables ne changent pas de canton. Les personnes physiques, mesdames et messieurs, qu'est-ce qu'elles rapportent? Eh bien, vous le voyez, l'impôt cantonal sur le revenu, il rapporte 2,5 milliards sur l'année 2016, mais avec un état de la situation en 2019, parce qu'il faut attendre le temps que les taxations rentrent et que les gens payent. Mais ce qui est très inquiétant, c'est que 4% des contribuables, seulement 4% de ces contribuables, payent 49% de l'impôt sur le revenu. Ça veut dire, mesdames et messieurs, qu'on a une pyramide inversée et que notre socle, il est extrêmement fragile. Il repose sur sa pointe. Si on a simplement une petite partie de ces contribuables qui quittent notre canton, eh bien, cela met en péril l'ensemble de nos dépenses et de nos investissements. Et puis, en matière d'impôt sur la fortune, eh bien là, vous le voyez, c'est évidemment encore plus petit, mais là, c'est d'autant plus inquiétant. 1,2% des contribuables payent 66% de l'impôt sur la fortune. Un point sur cet impôt sur la fortune, nous avons l'impôt sur la fortune le plus haut de Suisse, le plus haut de tous les autres cantons. Donc, penser aujourd'hui qu'on a encore une marge pour augmenter cet impôt, c'est vraiment complètement illusoire. Les personnes physiques ne sont pas captives dans notre canton. On a vu aussi que les sociétés ne le sont pas. S'agissant de la charge fiscale des couples mariés, on voit que si la fiscalité elle est lourde pour tous les contribuables, elle est quand même avantageuse pour les familles à Genève. Vous le voyez, c'est entouré en orange. Et on voit qu'à Genève, avec 2 enfants, le début de l'assujettissement à l'impôt sur le revenu, il se situe à 425 000 francs de revenus. Alors que, par exemple, à Bâle-Ville, l'assujettissement pour la même famille, eh bien, elle serait à 66 125 francs. Et à Lausanne, 49 765 francs. Et encore à Zurich, il est encore plus bas. À Zurich, il est à 39 120 francs. Donc nous avons, mesdames et messieurs, une fiscalité de la famille qui est une fiscalité plus avantageuse que dans d'autres cantons. Quand vous entendez régulièrement que nous avons 1/3 de la population qui ne paye pas d'impôts, eh bien, on trouve en particulier ces familles qui ne sont pas assujetties avant d'avoir un certain montant de revenus. S'agissant des personnes morales, on voit qu'en matière d'impôts cantonal et communal sur le bénéfice, eh bien, cela rapporte 1,150 milliard de francs. Et là, ce sont 0,5% des sociétés qui payent 68%. Donc la pyramide, elle est encore plus fragile. C'était aussi, mesdames et messieurs, une raison pour laquelle la réforme de la fiscalité des entreprises, qui est une réforme qui, évidemment, comprend cette question d'égalité qui est centrale, d'égalité de traitement, parce que vous vous souvenez qu'avant cette année, eh bien, il y avait un degré d'imposition qui était différent selon le type de société. Certaines entreprises, les entreprises avec leurs activités en Suisse, payaient en moyenne 24% d'impôt sur le bénéfice, et les entreprises qui avaient leurs activités au niveau international payaient aux alentours de 11%. Avec la réforme de la fiscalité des entreprises, RFFA, nous avons maintenant un taux unique pour toutes les entreprises de 13,99%. Donc on a finalement permis aussi d'avoir une égalité de traitement entre les sociétés.
Et puis, ce que nous visions, c'était effectivement de maintenir ces sociétés dans notre canton. Si nous n'avions pas passé cette réforme, certaines seraient sans aucun doute parties, avec des conséquences qu'on peut imaginer si ce sont des grosses sociétés, enfin des gros contribuables. Au niveau de l'impôt sur le capital, on voit aussi que cette pyramide, elle est encore presque pire, 1,8% des sociétés qui payent près de 99% de l'impôt sur le capital. Donc, c'est effectivement des éléments qui sont inquiétants. Valeurs locatives, mesdames et messieurs. Ça, c'est un sujet qui fait débat. C'est un sujet qui se veut, pour certains, remettre une forme d'égalité de traitement avec les locataires qui payent un loyer, et certains estiment que les propriétaires qui jouissent de leur logement devraient aussi payer une forme de loyer. Il s'agit de la valeur locative. C'est un impôt historique, c'est surtout une règle fédérale. C'est un impôt qui est rediscuté à Berne maintenant avec le canton de Genève qui soutient cette réforme de la valeur locative. Mais je dois vous dire que nous sommes, sauf erreur, 4 cantons à la soutenir. Le reste des cantons ne souhaitent pas supprimer cet impôt. Pourquoi ? Parce que, ils parlent pour la plupart d'expérience. Supprimer un impôt, c'est facile. En mettre un nouveau, c'est compliqué. Et les finances cantonales et publiques souffrent en général de ces suppressions d'impôts. Donc, nous attendons maintenant des nouvelles de ce qui va se passer à Berne. J'ai, quand je suis arrivée, revu cet impôt, cette fixation de la valeur locative. Elle avait été suspendue en 2018. Et puis, nous avons, avec l'Office cantonal de la statistique et mes services de l'administration fiscale cantonale, permis une nouvelle méthode qui est une méthode beaucoup plus transparente, qui se base sur des chiffres publiés de l'Office cantonal de la statistique et qui permet d'avoir des augmentations qui prennent en compte aussi tant les nouveaux logements sur le marché que les anciens. C'est une augmentation d'impôt, enfin c'est une taxation qui est plus équitable finalement. Bon, ça, je vous en ai parlé. La valeur fiscale des villas et des PPE. Nous avons augmenté la LEFI, ça s'appelle, c'est la loi sur l'estimation des valeurs fiscales. Nous avons revu cette loi. Là, on est dans une situation d'inégalité de traitement. C'est un domaine qui rejoint le domaine de la réévaluation du parc immobilier. Vous savez que nous avons dans notre canton des anciens propriétaires qui ont vu uniquement pour la dernière fois en 1964 leur parc immobilier réévalué. Puis nous avons les nouveaux propriétaires qui payent l'impôt immobilier conformément au droit fédéral, à savoir, selon la jurisprudence, à la valeur vénale de leurs biens. Aujourd'hui, il y a une discrépance extrêmement importante entre les taxations des différents biens immobiliers occupés par leurs propriétaires. Cette année, on verra donc une majoration de 7% de cet impôt immobilier, 7% linéaire qui s'applique à tous. Cette majoration, le Conseil d'État avait déposé un projet de loi qui augmentait de 20%, comme ça avait été fait 3 fois par le passé, et il y a eu un recours. C'est vous dire dans quelle situation nous sommes aujourd'hui. Il y a eu un recours d'un nouveau propriétaire qui a estimé que lui, il payait des impôts à la valeur vénale et que par rapport à ceux qui étaient propriétaires depuis longtemps et qui n'avaient pas vu leurs biens réévalués, il y avait une inégalité de traitement. Eh bien, mesdames et messieurs, la Cour de justice a donné raison à ce nouveau propriétaire et a renvoyé la loi au Grand Conseil en lui demandant de remettre cette augmentation de 20%. Mais ces augmentations linéaires, elles posent un problème et on va donc passer à la question de la réestimation du parc immobilier qui y est liée. Quand on augmente
l'impôt sur le parc immobilier, pour certains, ça peut avoir des conséquences dramatiques. La valeur du bien immobilier peut avoir augmenté par 10. Or, ces personnes qui ont leur bien immobilier qui n'est aujourd'hui plus taxé à cette valeur-là, bien, ça peut être des personnes qui n'ont plus de revenus parce qu'elles sont retraitées, des personnes qui n'ont que la seule AVS, des personnes qui n'ont pas de fortune. Et il est important de prévoir dans le cadre de cette réestimation du parc immobilier eh bien, des mesures d'accompagnement, des mesures transitoires qui vont permettre effectivement une égalité de traitement entre les propriétaires, à savoir que tout propriétaire soit imposé finalement à la valeur de son bien, que tout propriétaire soit imposé conformément à ce qu'exige la jurisprudence du tribunal fédéral, mais que cela ne se fasse pas sans tenir compte des situations des propriétaires. Donc avec mon département, nous étudions actuellement différentes mesures d'accompagnement et mesures transitoires qui pourraient, par exemple, prendre en compte eh bien, un pourcentage du revenu maximum qui pourrait être alloué à l'impôt, qui pourrait aussi prendre en compte une diminution de l'impôt sur la fortune. Vous savez que tout propriétaire qui est, eh bien, inclut son bien dans sa fortune, donc il serait directement touché par une diminution de l'impôt sur la fortune. Et c'est ce que nous essayons de présenter avec cette espèce d'épée de Damoclès qui est la décision de la Cour de justice qui a déclaré qu'aujourd'hui il y avait une inégalité de traitement dans le canton avec une augmentation linéaire uniquement de 7%. Donc nous devons maintenant être attentifs à ne pas nous retrouver avec une obligation de faire adopter un règlement qui mettrait tout le monde à la valeur vénale, mais qui ne pourrait pas prévoir de mesures d'accompagnement, donc de mesures qui soient plus favorables aux petits propriétaires sans fortune. Les ressources humaines, mesdames et messieurs. Mon département est à la tête des ressources humaines du canton. Nous avons 18 000 collaboratrices et collaborateurs dans le canton. Vous le comprendrez, ça implique que tout changement et toute réforme des ressources humaines soit compliquée parce que, outre les 18 000 collaboratrices et collaborateurs, nous avons plus de 200 métiers représentés et 200 métiers qui, évidemment, diffèrent beaucoup. Vous conviendrez que le personnel administratif et technique n'a rien à voir avec le travail d'un policier dans la rue. Alors, pourquoi est-ce qu'on veut et pourquoi est-ce que je souhaite réformer cette politique des ressources humaines? D'abord parce que nous avons une évolution de la société et du monde, et puis une évolution du travail, et il y a d'autres attentes des collaboratrices et collaborateurs. Aujourd'hui, on parle beaucoup plus volontiers de qualité de vie que ce dont on parlait avant. Aujourd'hui, les collaboratrices et collaborateurs, ils veulent du sens dans leur travail. On se rend compte qu'on passe la plupart de notre temps sur notre lieu de travail et que c'est important de pouvoir y trouver du sens. C'est aussi important que l'administration s'adapte, qu'elle soit plus agile, qu'on tienne compte des progrès de notre société avec la numérisation. Et puis évidemment, l'innovation aussi. Les lieux de travail ne sont pas les mêmes. Et c'est vrai que les ressources humaines, c'est également un lieu dans lequel on doit pouvoir parler d'égalité. Les collaboratrices, collaborateurs veulent être traités de la même façon. Ils veulent effectivement avoir les mêmes droits, peu importe dans quel domaine d'activité ils se trouvent. Alors, jusqu'à présent, nous avions une approche à l'État qui était centrée sur le contrôle. Tout est contrôlé. Nous avons des armadas de chefs, petits chefs, et nous nous sommes aperçus, et nous le savons tous aujourd'hui, ce n'est pas parce que vous êtes derrière votre bureau, derrière votre écran, que vous travaillez.
Et donc, on peut avoir plein de gens qui sont à leur place de travail, mais qui finalement ne sont pas efficients. Et nous avons mis en exergue 5 principes sur lesquels nous souhaitons maintenant axer cette réforme des ressources humaines, avec une approche qui soit centrée sur la collaboratrice, le collaborateur. Il y a la responsabilisation, il y a évidemment l'autonomie, il y a la confiance aussi, mesdames et messieurs, parce que s'il y a confiance, il y a ensuite une responsabilisation du collaborateur et de la collaboratrice. Et puis, il y a la collaboration, le fait d'avoir des objectifs communs dans des services, de travailler ensemble et non pas de façon individuelle. Et puis, évidemment, les résultats. Parce qu'il y a 2 éléments essentiels dans le travail d'un fonctionnaire. C'est sa mission et c'est la délivrance de la prestation. Et pour le faire, eh bien, il doit sentir effectivement qu'on lui fait confiance et puis avoir une responsabilité. L'important, c'est de reconnaître l'engagement des collaboratrices et des collaborateurs. Et puis, du coup, avec cette approche, eh bien, cela nous permet évidemment de passer d'une culture managériale à une culture du contrôle, à une culture de la confiance et de l'apprentissage. Aujourd'hui, nous avons un groupe, une structure qui s'appelle Qualité de vie au travail, qui a pour rôle de faire des diagnostics. Nous avons mis en place cette structure, elle fait des diagnostics dans les différents services de l'État qui auraient envie de changer cette culture managériale. Ça ne se décrète pas un tel changement. On ne décide pas le matin, en arrivant, qu'on ne va plus faire de contrôle et puis que tout le monde va pouvoir bénéficier d'horaires à la confiance, de télétravail, d'objectifs de groupe. Ce sont des situations qui se préparent avec les services, avec les équipes. Et nous avons aujourd'hui 11 entités qui sont des entités pilotes dans 4 départements différents de l'État qui appliquent déjà aujourd'hui ce changement de culture managériale. En particulier, nous avons déjà réussi, grâce au directeur général de l'administration fiscale cantonale, réussi ce changement auprès de l'administration fiscale cantonale, qui est une entité dans laquelle on a supprimé le pointage, dans lequel il y a des objectifs d'équipe. Cela permet aux uns et aux autres d'avoir une qualité de travail qui est améliorée. Et puis, ça permet aussi aux collaboratrices et collaborateurs qui habitent en Suisse, eh bien, de faire du télétravail 1 fois par semaine. Et évidemment, cela participe aussi à avoir des effets sur la mobilité dans notre canton. Et puis, une réforme importante qui, elle, est une vraie réforme en faveur de l'égalité, c'est la réforme SCORE. C'est une réforme de l'évaluation des fonctions. Nos fonctions, les fonctions des collaboratrices et collaborateurs de l'État n'ont pas été réévaluées depuis de très nombreuses années. Nous avons encore des critères depuis 1974. Nous avons encore des critères dans le système actuel tels que l'effort physique, qui sont des critères qui devraient être remplacés par des critères en lien avec les compétences sociales, les compétences personnelles. Et nous sommes en train de tenter de mener à bien cette réforme qui va permettre une plus grande égalité. Nous avons en particulier toute une série de métiers qui sont aujourd'hui peu reconnus et qui vont prendre de plus en plus d'importance, qui sont les métiers dans le domaine des soins. Tout ce qui est en lien avec le vieillissement de la population aussi, qui sont aujourd'hui très sous-évalués. Donc là aussi, vous voyez, il y a une partie qui est en lien avec l'égalité de traitement. Cette réforme, c'est une réforme qui est en discussion depuis des années, que j'ai repris à mon arrivée et pour laquelle, effectivement, on fait énormément
de discussion, de consultation avec les associations représentatives du personnel. On en fait tellement que ça nous a permis de retarder le projet qui aurait dû aboutir au mois d'octobre, justement pour donner plus de chance à ce partenariat qui est un élément important. Donc vous le voyez, là il y a la valorisation des compétences et la façon dont elles sont comprises aujourd'hui. Donc c'est ce qu'on appelle, c'est le petit tableau bleu, ce sont les compétences CEF, et ce qui va changer avec SCORE, où on verra demain, si cela passe, eh bien, toute une série d'autres compétences qui seront prises en compte. L'égalité homme-femme, mesdames et messieurs. L'égalité homme-femme, c'est un sujet qui me tient à cœur parce que jusqu'à 2019, je dirais, cette année où finalement on a tous été portés par les manifestations qui se sont déployées et par la prise de conscience tant des femmes que des hommes, l'égalité homme-femme, c'était un peu un débat gauche-droite. À gauche, on s'engageait pour l'égalité, puis à droite, on disait « ça se fera tout seul, ne vous inquiétez pas ». Quand j'ai repris ce département, j'ai souhaité avoir le bureau de l'égalité dans mon département parce que j'ai souhaité, en tant que femme de droite, m'engager vraiment pour cette égalité. Je suis moi-même une émanation de ces espèces de clichés des années passées où une femme se consacre à l'éducation de ses enfants et puis un homme travaille pour faire vivre la famille, sauf que si un jour ça se passe plus bien, eh bien la femme, elle doit reprendre sa vie et être capable aussi de faire vivre sa famille. C'est ce qui m'est arrivé, et avec finalement des pénalités à plein de niveaux, parce que quand vous avez commencé à travailler beaucoup plus tard, vous n'avez pas de deuxième pilier, vous avez une rente AVS qui sera beaucoup moins importante, et c'est le cas aujourd'hui de 60% des femmes qui travaillent de façon partielle, à temps partiel. C'est un choix qui se fait dans le couple, mais c'est un choix qui pénalise aussi les femmes à un moment donné. Alors, quelles ont été les dates clés en matière d'égalité? Je vous les rappelle, mais vous les connaissez sans aucun doute. En 1848, ce sont les hommes qui ont obtenu le droit de vote. En 1960, Genève a finalement octroyé le droit de vote aux femmes. En 1971, c'est la Suisse qui octroie le droit de vote et d'éligibilité aux femmes. Et puis, il faudra attendre 1981 pour une grande manifestation qui permettra, 10 ans plus tard, d'adopter une loi sur l'égalité. Et donc, la loi sur l'égalité, au niveau suisse, elle date d'il y a finalement très peu d'années. Alors maintenant, on est porté, et on est porté par ce mouvement populaire en faveur des droits des femmes. Et qu'est-ce qui se fait au niveau de l'État? Eh bien, au niveau de l'État, nous avons un plan de l'égalité, évidemment. Nous avons un règlement, et puis nous avons aussi un avant-projet de loi qui est en préparation en matière d'égalité et de lutte contre les discriminations. Pour certains d'entre vous, je rabâche, parce que finalement, l'égalité, est-ce que c'est vraiment indispensable? Mesdames et messieurs, il y a plein de thèmes dans lesquels c'est indispensable. D'abord, l'égalité en politique. Pourquoi? Eh bien, parce que les femmes représentent la moitié de l'humanité et qu'il n'y a pas de raison qu'elles ne soient pas représentées dans des sphères politiques. Alors, c'est vrai qu'on a vu, lors de ces dernières élections au Conseil national, un bond absolument incroyable. On est passé de 32% à 42% de représentation féminine. D'un seul coup, cette évolution, elle s'était faite en 20 ans auparavant. Et là, en un jour, on est passé à cette
à ce changement. Moi, je pense que, et d'ailleurs nous avons des résultats en matière de composition politique qui le démontrent, les femmes participent aussi à trouver des accords, comme certains hommes le font évidemment, et puis il s'agit dans toutes ces discussions en matière d'égalité de ne pas opposer hommes et femmes, parce que le combat pour l'égalité, il nous concerne tous, et pas seulement les femmes, et c'est uniquement de cette façon-là que nous pourrons le gagner. Pourquoi est-ce que les femmes sont moins présentes en politique? D'abord parce que c'est beaucoup plus compliqué pour elles de concilier la vie professionnelle, la vie privée et la vie politique. On sait que dans le cadre du partage des tâches, eh bien, les femmes, à 60% encore aujourd'hui, s'occupent des tâches ménagères et principalement de l'éducation de leurs enfants, et cela même si elles travaillent. Quelles sont les actions concrètes que peut faire le département pour que les femmes s'engagent en politique? Nous avons en ce moment même une action qui est menée par le Bureau de promotion de l'égalité et de lutte contre les violences qui donne des ateliers pour communiquer sur les réseaux en matière de campagne électorale, et ces ateliers sont donnés gratuitement à des femmes. Il y a également eu depuis plus de 15 ans des ateliers pour permettre aux femmes d'apprendre à parler en public, pour qu'elles osent s'engager. Il y a deux éléments qui découragent les femmes en matière de politique, et ça, ce n'est pas lié finalement à ce que les hommes sont plus souvent élus, c'est la confiance en soi. Une femme aura toujours beaucoup plus de doutes à s'engager politiquement. Faites le test autour de vous, demandez à un homme si ça lui plairait d'avoir un poste politique. Il vous répondra, ah ben oui, pourquoi pas, ça pourrait être intéressant. Et puis une femme vous dira, non, non, mais moi je ne suis pas capable, je ne peux pas. Est-ce que vous êtes sûr que je pourrais? Et ça, c'est du vécu. Quand on va chercher des candidats dans les partis, les hommes sont beaucoup plus faciles à attirer que les femmes. Il y a l'égalité professionnelle. Donc ça, c'était le schéma d'égalité en politique. Je suis navrée, je suis très en retard. Où on voit la représentation des femmes et des hommes et l'évolution de la représentation des femmes dans les exécutifs et dans les législatifs. Il faut savoir que moi, je suis la 7e conseillère d'État à Genève. 7e. Vous imaginez le nombre d'hommes conseillers d'État qu'il y a eu? Alors vous me direz, vous jugerez au moment du bilan pour voir si ça valait la peine d'avoir une femme. Mais je pense quand même que c'est important pour notre représentation. L'égalité professionnelle, mesdames et messieurs, ça c'est un élément sur lequel je pense qu'on doit tous être réunis. Il est absolument essentiel aujourd'hui qu'à compétences égales, les femmes et les hommes soient traités de façon égale et soient rémunérés de la même façon. Or, en Suisse, dans le secteur privé, une femme, elle est payée en moyenne 20% de moins qu'un homme. Si on comprend le secteur public et privé ensemble, l'écart, il est de 12%. Et sur cet écart, on en a 44% qui n'est pas explicable. Ça veut dire qu'on ne peut pas dire c'est parce que la dame a commencé à travailler plus tard ou qu'elle travaille moins. C'est vraiment inexplicable. À Genève, le salaire médian, il est inférieur pour les femmes de 5,3%. Ça, ce sont des combats, mesdames et messieurs, dans lesquels nous devons nous unir. Les femmes, qu'est-ce qu'elles ont comme problème en matière d'égalité professionnelle? Elles sont victimes, souvent encore, trop souvent, de discrimination à l'embauche. Qu'est-ce que ça veut dire, discrimination à l'embauche? C'est qu'une femme jeune de 30 ans, mariée, sans enfant, en concurrence avec un homme de 30 ans, marié, sans enfant, mesdames et messieurs, la femme, elle sera rarement engagée. Pourquoi? Parce qu'on part du principe qu'elle va avoir des enfants, qu'il va y avoir un congé maternité, qu'elle va ensuite être absente régulièrement pour s'occuper des enfants. C'est ce qu'on appelle de la discrimination à l'embauche. Et ça, pour lutter contre cette discrimination à l'embauche, il y a le petit effort
qui à mon avis aura peu d'effet, j'ai levé les yeux au ciel, je ne devrais pas étant donné que c'est filmé, aura peu d'effet finalement pour les femmes, c'est le congé paternité. Or, évidemment que 2 semaines de congé paternité à mettre en opposition aux 20 semaines genevoises, ça fait peu d'effet sur un employeur. Donc là, on a effectivement un travail à faire qui est très important. On doit aussi encourager le temps partiel, mesdames et messieurs, et aujourd'hui, c'est encore mal vu pour un homme de travailler un temps partiel. Un homme qui évoque le fait qu'il va demander à travailler à 80%, on va souvent lui dire dans son entourage et aussi dans le milieu professionnel que finalement, il n'a pas envie de faire carrière, qu'il est plus préoccupé par sa vie familiale. Et ce n'est pas le cas. Nous devons changer ces réactions qui ne sont plus à l'ordre du jour. Nous avons dans notre canton une sous-représentation très importante des femmes à des postes à responsabilité et au sein des conseils d'administration. C'est pour ça qu'avec mon département, afin de favoriser l'égalité, nous avons déposé une loi qui vise à ce que dans les conseils d'administration qui sont de la compétence et sous la surveillance du Conseil d'État et du Grand Conseil pour les nominations pour certains, eh bien, il y ait une parité entre les membres nommés dans les conseils d'administration. Alors j'adore et je me réjouis parce que je vois déjà certains qui secouent la tête. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous avons dans les conseils d'administration 83% d'hommes et 17% de femmes. Est-ce que un homme parmi vous, peut-être celui qui dodelinait de la tête, va me dire que dans ces 83%, il y aurait peut-être des incompétents? Oui, c'est à toi que je parle. Alors, mais tu n'es pas obligé de me répondre. Est-ce qu'il y aurait des incompétents? On ne s'est jamais posé la question pour les hommes de savoir s'il y a des incompétents sous prétexte qu'ils occupent les 80% des sièges dans des conseils d'administration. En revanche, si tout d'un coup, on demandait aux femmes d'occuper une plus grande partie, à savoir d'en occuper 40 ou 45%, on part du principe que ces femmes-là ne seraient pas compétentes parce que ce n'est pas possible, il n'y en a pas autant qu'on pourrait tout d'un coup trouver. Mesdames et messieurs, les femmes, elles sont au même niveau d'études que les hommes aujourd'hui. Elles sont aussi compétentes que les hommes aujourd'hui. Et il suffit simplement de le leur proposer et d'aller les chercher, ces femmes. Elles existent. Je ne peux pas accepter d'entendre « Ah oui, mais alors, si vous faites une parité, ça veut dire qu'on va avoir que des femmes incompétentes. » Non, on ne se l'est jamais dit pour les hommes, on ne va pas se le dire pour les femmes. Je donnerai la parole quand il y aura les questions, je continue. Voilà, donc ça, le Conseil d'État s'engage dans ce domaine-là et c'est un vrai combat, mesdames et messieurs. Vous avez tous, messieurs, des femmes, des filles, des sœurs, vous avez eu une mère, c'est pour elles que nous devons nous battre. Et moi, j'ai toujours pensé qu'en tant que plus grand employeur du canton, eh bien, c'est l'État, on a aussi un rôle exemplatif. Moi, j'aimerais encourager les privés à nous rejoindre là-dedans. J'en ai marre de recevoir des privés, des grosses entreprises, et ça nous est arrivé cette année avec mon collègue Pierre Maudet, on a reçu une immense entreprise, je ne donnerai pas de nom, on venait de parler de toute cette discussion d'égalité, et puis il me regarde, il me sort plein de tableaux, il me dit, vous savez, nous on est presque à 45% de femmes, on est très actifs dedans, et puis il nous sort tout d'un coup un organigramme des directions générales, donc du sommet, hein, mesdames et messieurs, du sommet. Et puis alors là, il n'y avait plus du tout 40%, je crois qu'il y avait une femme sur 18 hommes, et le pauvre monsieur s'est rendu compte au moment où j'ai regardé son organigramme qu'il y avait peut-être un souci, et j'ai dit, oui, il y a, et il m'a dit, ah bah oui, là, on doit encore continuer à faire des efforts. Eh bien, mesdames et messieurs, dans le privé, il y a des entreprises qui font ces efforts, il y en a à Genève. Je l'ai rencontré encore aujourd'hui pour voir de quelle façon nous pouvions échanger des bonnes pratiques, parce que c'est le privé qui doit attirer le privé. C'est le privé qui doit démontrer au privé que ça marche.
d'avoir plus de femmes dans des hautes sphères. Si c'est l'État, on en aura toujours certains pour dire « ouais, mais à l'État, ils font rien ». Bien sûr qu'il peut y avoir beaucoup de cadres et de cadres dirigeants. Mais dans le privé, il y a cette notion d'économie, de compétitivité qui fait qu'on les croit plus. Et dans ce domaine-là, j'espère pouvoir faire en sorte que le privé nous rejoigne au maximum. Alors, je ne sais pas du tout où j'en suis. La différence de salaire, ça c'est à l'État. Hein. Oui, mais je suis bien, je suis juste. Très bien. À l'État, on a une différence salariale entre hommes et femmes qui est beaucoup plus faible. C'est vrai qu'on a un contrôle qui est important. C'est vrai qu'à titre personnel, et même comme PLR, je ne pense pas que ce qui a été voté par les chambres pour vérifier l'égalité salariale, les chambres fédérales, va permettre d'y arriver. Je pense que ce n'est pas suffisant que de faire des contrôles sur des entreprises qui ont plus de 100 collaboratrices et collaborateurs. Et je pense que s'il y a une vraie inégalité aujourd'hui, c'est vraiment celle-là, c'est l'inégalité salariale. Le même travail avec les mêmes compétences devrait être payé de la même façon. Vous voyez qu'il y a certains écarts et on voit un écart de 14% dans le secteur public. C'est lié au fait que tous les cantons, mesdames et messieurs, n'ont pas encore mis en place une politique en matière d'égalité salariale. Et on a des petits cantons qui sont dans une autre partie de la Suisse, je dois être très attentive, c'est filmé, qui ont encore une politique salariale ancestrale. Les femmes cadres à l'État, on a 38% de femmes cadres à l'État. On a eu une année dans laquelle on a eu une grosse baisse, c'est parce qu'il y avait beaucoup de fonctions très masculines, en particulier police et informatique, pour lesquelles nous avions beaucoup engagé. Je crois que là aussi, on a un rôle important dans le cadre des femmes cadres, c'est qu'on doit beaucoup progresser dans le cadre de la politique de carrière des femmes. Une carrière, c'est quelque chose qui se met en place. On ne doit pas aller engager des femmes, on doit accompagner les femmes qui, à un moment donné, sont très nombreuses, comme les hommes, et puis qui, tout d'un coup, le sont beaucoup moins. Et c'est ça, ce sont ces accompagnements de carrière que nous devons intensifier tant dans le privé que dans le public. Et puis alors, un élément qui, moi, m'inquiète, c'est l'égalité dans l'orientation professionnelle. On le sait, mesdames et messieurs, et à l'État, nous avons un programme important pour encourager la présence de filles, dans ces formations MINT, sont les formations mathématiques, informatiques, sciences naturelles et techniques, parce que ces filles, elles y ont un intérêt, mais c'est vrai qu'elles abandonnent rapidement. Et on les voit présentes pendant un certain temps, et puis tout d'un coup, elles sont découragées. Nous avons un plan d'action MINT au sein de l'État qui est destiné à promouvoir cette représentation. Et c'est dans notre intérêt à toutes et à tous de la promouvoir. Pourquoi ? Eh bien, tout d'abord, parce que, mesdames et messieurs, à l'ère de la digitalisation, vous savez que nous avons en ce moment, derrière chaque algorithme, des êtres humains qui se cachent. Mais qui sont ces êtres humains aujourd'hui ? Qui sont ceux qui préparent notre monde numérique de demain? Eh bien, ce sont essentiellement des hommes. Et nous avons besoin d'y avoir des filles et des femmes parce que nous avons besoin que le monde de demain soit aussi préparé par des femmes pour qu'il n'y ait pas de biais sexistes et puis pour que les femmes aient aussi leur place dans la société. Donc ça, c'est un élément absolument essentiel que d'encourager les filles à accepter de faire ces activités, à se développer dans ces activités.
et vous voyez les chiffres à l'écran. Elles sont encore insuffisamment nombreuses. Mesdames et messieurs, je n'ai pas regardé l'heure, mais ça va, c'est parfait, me dit-on. Je vais conclure. Voilà, j'ai voulu vous dresser un portrait de mes activités. J'ai voulu souligner le fait que l'égalité, on la retrouve dans différents domaines, que l'égalité, elle est aussi entre chacun d'entre nous, elle est liée à l'humain, en fait. Et l'égalité, ça ne veut pas dire que nous devons tous avoir exactement les mêmes situations. L'égalité, elle tient compte aussi des différences des uns et des autres. Mais dans la politique que je souhaite mener, eh bien, je souhaite que cette notion d'égalité soit constamment reprise. Je souhaite aussi que nous soyons dans des rapports qui soient plus apaisés. Je pense que quand on est élu à un poste dans un exécutif, on doit représenter toute la population et pas seulement une partie d'entre elles. Ça nécessite d'avoir des sensibilités, ça nécessite aussi d'avoir un dialogue constant si on veut faire avancer des dossiers. Et voilà, je voulais vous dire qu'on pouvait être une ministre des Finances avec des dossiers sérieux, plutôt rébarbatifs, et puis aussi avoir ce côté humain très important, avec un département des ressources humaines qui compte des collaboratrices et collaborateurs qui sont essentiels pour délivrer les prestations. Et puis avec aussi cette envie d'une vraie égalité homme-femme que je me réjouis de porter. Et j'ai senti que malgré le fait qu'il y ait probablement moins de femmes que d'hommes dans cette salle, eh bien vous étiez d'accord avec moi. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Et je réponds... Tu peux partir, mais bien sûr. Ceux qui doivent partir, partez, j'ai été très longue. Et je réponds volontiers à vos questions ou à vos remarques. Madame Fontanet, nous vous remercions pour ces présentations exhaustives des deux départements que vous dirigez et pour votre discours volontariste et engagé qui préfigure certainement beaucoup de questions de la part de la salle. La parole est à vous. Oui, il doit se défendre, c'est normal. C'était donc le monsieur, je rapporte, qui dodelinait de la tête. Hein. Je dodine, comme tu dis, mais la réponse que je vais donner est peut-être... différente que celle que j'attendais. Voilà, parce que Parfait. pour moi, ce n'est pas une question homme-femme, 50% dans des questions de direction d'entreprise, conseil d'administration, c'est la compétence. Bien sûr. Et uniquement la compétence. Et j'ai dit même une fois, s'il y a 7 femmes qui sont plus compétentes que 7 bonhommes pour être au Conseil d'État, je vote pour cette femme. Et c'est une raison également qui est importante pour moi, parce que de par mon métier que tu connais, j'ai vu, moi, dans différents domaines, formellement que la compétence, dès lors qu'on a dit « je veux cette personne-là parce qu'elle est homme ou qu'elle est femme » et que la compétence n'est pas là, on sait quelles sont les conséquences. Et les conséquences sont toujours négatives. C'est la compétence qui est en premier, et s'il y a dans un conseil d'administration que des femmes, je vote que pour des femmes. Mais c'est fantastique, merci beaucoup. Je pense que jusqu'à présent, la seule notion de compétence, elle s'est souvent opposée au fait qu'il y avait finalement tellement plus d'hommes qui étaient intéressés, qui se proposent comme candidats, on doit toujours évidemment avoir en tête cette compétence. Moi, ce que je dis, c'est que cette compétence, elle existe chez les femmes et qu'il faut juste aller les chercher, parce que si on ne les aide pas à venir, on restera avec cette différence très importante entre la présence des hommes et des femmes. Oui. Merci pour votre présentation qui était très instructive. Vous avez entre autres parlé de ressources humaines. Et puis là, j'aimerais juste faire un constat. Dans le monde des fiduciaires, on entend souvent que dans l'administration des finances, il y avait de plus en plus d'étrangers qui y travaillaient. C'est une chose. Et que cela voudrait dire que parmi les taxateurs des Genevois, il semble qu'il y en ait pas mal. Alors, est-ce que c'est vrai ou pas? Je vous pose la question. Et deuxièmement, si c'est le cas, je pense que Genève serait peut-être la seule ville au monde où ces
citoyens soient taxés par des gens qui ne sont pas d'ici, ou en tout cas en partie. Sans oublier que, bien entendu, il y a un certain nombre de chômeurs ici, qui viennent de la finance et qui, avec des formations, pourraient certainement être compétents dans ce domaine. Alors, qu'en pensez-vous? Qu'en est-il? Monsieur, vous êtes pile dans l'actualité parce que pas plus tard que vendredi, j'ai pété un plomb au Grand Conseil parce que justement, nous étions saisis d'un projet de loi de ce type, un projet de loi qui avait 3 ans et qui visait à remettre en question le domicile d'un membre de la direction de l'administration fiscale cantonale. Alors, je crois que c'est important de dire qu'aujourd'hui, l'ensemble des membres de la direction de l'administration fiscale cantonale sont domiciliés dans notre canton. C'est aussi important de dire que nous vivons en Suisse, que nous avons des dispositions constitutionnelles, que nous avons aussi des dispositions et des accords bilatéraux dans lesquels nous ne pouvons pas exclure certaines nationalités des emplois. Maintenant, vous avez raison, c'est une fonction qui est sensible, dans laquelle on veille à ce que nous ayons, en tout cas au niveau de la direction, les personnes qui habitent dans le canton. En revanche, nous avons effectivement à l'administration fiscale cantonale des collaborateurs et collaboratrices qui vivent en France voisine. Je vous rassure, M. Poggia et M. Longchamp, déjà à l'époque, avaient décidé une forme de préférence cantonale par rapport à l'administration et aux personnes qui sont au chômage. Mais là aussi, monsieur, nous sommes dans un domaine dans lequel ce qui doit primer, ce sont les compétences. Et si nous ne trouvons pas, à un moment donné, de compétences sur le territoire genevois, eh bien, nous devons aller les chercher où nous les trouvons. Mais c'est un domaine qui fait l'objet de beaucoup d'attention. Mais nous n'avons pas une armada de taxateurs qui sont domiciliés ou qui sont de nationalité étrangère. Merci. Madame, merci beaucoup. Je suis ici. Ah, merci, excusez-moi, je vous cherchais. Oui, oui. Je suis navrée. C'est avec un petit peu d'hésitation que je prends la parole parce que j'avais aussi pensé qu'il y a peut-être des dames qui prennent la parole. Oh. Alors, j'aimerais raconter qu'il y a quelques mois, j'ai vu un documentaire sur la chaîne autrichienne ou bien allemande, je ne me rappelle pas. Et puis, le titre de ce documentaire était la confiance en soi, c'est de ça qu'il s'agit. Et puis, le titre, c'était « No more girls and no more boys ». Et là, ils ont montré une classe avec des jeunes enfants de 8. Ils l'ont mis ensemble et ils ont mis séparés. Et puis quand ils ont séparé les enfants, les filles et les garçons, les filles ont fait des prestations aussi bien que les garçons. Mais quand les garçons étaient là, n'est-ce pas, les filles n'ont pas osé. Oui, j'ai vu cet article ou ce reportage, j'en ai pris connaissance, c'était effectivement très impressionnant. Je pense aussi que c'est pour ça que nous devons traiter ces questions de genre à l'école aussi, pour encourager les filles dans le cadre de l'éducation. C'est effectivement important de laisser les filles prendre leur place. Le Bureau de l'égalité, de promotion de l'égalité et de lutte contre les violences a édité une brochure extrêmement intéressante sur le sexisme ordinaire, en particulier à l'école, dont on ne se rend finalement pas compte, et qui a été distribuée tant dans les écoles qu'à certains travailleurs sociaux. Et c'est vrai que c'est important de donner ces possibilités tant aux filles qu'aux garçons et de respecter leur genre. Merci, monsieur. Merci.
Merci Nathalie pour ce beau moment. J'ai une question très technique qui n'a pas grand-chose à voir avec ce que je vais vous dire au départ, mais qui concerne la première partie. Je ne sais pas si tu le sais, mais moi j'étais une des 2 femmes qui ont créé le Bureau de l'égalité des droits entre hommes et femmes du canton de Genève, le premier de Suisse. Hein. Et en fait, venir dans une soirée comme ça aujourd'hui et t'entendre, moi ça me fait un bien fou. Parce que je me dis qu'au début, c'était vraiment très dur. On était des huluberlus. On tenait le même discours que tu as tenu, mais personne ne l'écoutait. On passait pour un peu des folles. Et maintenant, moi, ça me réjouit. Je me dis vraiment, quand je t'entends et quand je vois aussi d'autres femmes jeunes qui partent avec l'histoire, avec ce que nous, on a transmis, avec ce qu'on a ouvert, on est vraiment sur la bonne voie et je t'en remercie. Et je fais juste une petite digression, après j'en viens à ma question technique. Il y a une chose très importante, et c'est Jacqueline Barenstein-Wavre qui me l'avait appris lors de la campagne pour le nouveau droit matrimonial. Il y a une confusion extrêmement importante, parce que quand on parle d'égalité, souvent, ce qui est opposé, c'est « Ah bon, les hommes, les femmes, c'est différent. » Ben oui, c'est différent. Et le contraire de l'égalité, c'est pas d'être uniforme. Le contraire de l'égalité, Jacqueline m'avait dit, c'est la discrimination. Donc, on peut être égaux, égal, en étant différents, et ça me réjouit, et je crois que ça, il ne faut pas changer. Maintenant, ma question, alors, elle est hyper technique, on sort du cadre. La RFFA a des conséquences déjà cette année au niveau de, si j'ai bien compris, de l'aide à la création des structures d'accueil. C'est juste ou pas ? Alors, la RFFA, il y a effectivement un prélèvement qui se fait au niveau employeur pour l'aide à la structure d'accueil, oui. C'est juste, hein, ça commence au 1er janvier. Juste. Et ma question, c'est... Ah, mais du coup, c'est l'année fiscale 2020, hein. Oui. Donc, l'effet... voilà. Prochainement. Ouais. Mais ce prélèvement, il se fait moitié-moitié ou il se fait que chez l'employeur ? Non, c'est l'employeur uniquement. Parce qu'à la caisse cantonale, à la caisse... c'est un prélèvement employeur. Ben, la caisse de la construction et du bâtiment du canton de Genève l'a imposé moitié-moitié aux salariés et aux employeurs. Et j'étais très étonnée de ça et je me pose la question. Donc la réponse, c'est que c'est pas... J'ai un éminent représentant de l'administration fiscale cantonale qui est assis devant toi. Ah. Ah, mais c'est celle-là, voilà, c'est peut-être ça. Je confonds rien du tout. Je peux te montrer. Non, je confonds rien du tout. Aïe, Vincent. De l'ABS. Je te montrerai les directives de la... Et alors, ce ne serait pas correct. Franchement, moi, je vais noter la question, Martine, et puis tu me dis où je peux te répondre. Volontiers. Mais pour moi, c'était uniquement un prélèvement employeur. Oui, parce que moi aussi, je pensais que c'était ça. Merci. Souvenez-vous. Voilà. Ouais. Bon, enfin, mon administration au niveau fiscal peut. Ouais. C'est employeur. Hein. Le prélèvement, il était indiqué comme ça. Ouais. Oui, j'ai une question. Pardon, j'ai une question. C'est que, en somme, on parle toujours des filles qui sont pas au top. Mais en somme, déjà dans l'éducation que l'on a, on n'est pas au top. Il faudrait en somme que les mamans puissent avoir des instructions pour qu'ils ne fassent pas les différences comme ils font entre le garçon et la fille.
Parce qu'il y a énormément, et je suis très étonnée, parce que moi je suis arrière-grand-mère, et je vois toujours, malgré tout, que l'on éduque la même chose, les garçons et les filles, comme moi quand j'étais petite. Alors, d'abord, je vous remercie de ce témoignage, puis je trouve fantastique que vous vous en rendiez compte. Et puis, en tant qu'arrière-grand-mère, eh bien, vous avez un rôle extrêmement important pour, de façon diplomate, faire remarquer cet élément à vos enfants et vos petits-enfants. Et c'est vrai qu'il y a une attention particulière qui est aussi qui est donnée dans les lieux d'accueil de la petite enfance, aussi dans les écoles. Mais c'est vrai qu'après, l'éducation, c'est quand même un élément assez personnel. Et puis, c'est difficile d'intervenir dans les familles en disant « vous faites tout faux ». Mais après, au niveau de l'école, il y a des tentatives et on essaye de redresser la situation. Mais madame, je compte donc sur vous. J'espère que vous avez beaucoup d'enfants et de petits-enfants que vous allez pouvoir récupérer. Une question, voilà ici. J'ai une question plutôt sur les finances. Oui. Les TPG ont pu récemment faire des emprunts à des taux négatifs. Et on a des taux en francs suisses négatifs depuis quelques années maintenant. Sur la dette du canton, est-ce que le canton peut profiter des taux négatifs? Est-ce que vous recevez maintenant les intérêts au lieu de les payer? Alors, c'est intéressant. Je vous remercie beaucoup d'avoir posé cette question parce que dans tout ce que je voulais vous dire, j'aurais voulu vous en parler. On a effectivement réussi passablement d'emprunts avec des taux zéro. Et des emprunts avec une très longue durée. Donc, on a fait des emprunts à 40 ans avec des taux zéro. Mais c'est toute la contradiction aujourd'hui ambiante par rapport à cette dette. Aujourd'hui, le coût de la dette est extrêmement faible, avec ces taux qui sont voire négatifs pour certaines durées, voire à zéro pour des durées plus longues ou à peine supérieure. La problématique, c'est que les taux, ils peuvent changer à un moment donné, et puis qu'une dette, par essence, elle doit se rembourser aussi à un moment donné. Et ça, c'est une vraie question pour le Conseil d'État, maintenant, avec des volontés qui ne sont pas toujours unies sur le fait de savoir est-ce qu'on doit finalement augmenter encore cette dette parce que c'est le bon moment pour se financer, ou est-ce qu'on doit travailler à la réduire? Et puis, il y a un autre élément dont on doit tenir compte, c'est la profondeur du marché. On a pu se financer un très gros emprunt à 40 ans à taux zéro. On a aussi sorti au mois de décembre des obligations vertes aussi à taux zéro qui sont parties immédiatement. Mais à un moment donné, le marché, il s'épuise et il n'est pas sans fond. Donc voilà, donc actuellement, on ne touche pas, mais la dette, le coût de la dette est effectivement beaucoup moins cher. Merci, je vous propose de prendre une dernière question. Il n'y en a pas. Très bien, merci beaucoup à tous. Alors, si ce n'est pas le cas, effectivement, Madame Fontanet, je tiens à vous remercier. À vous remercier de nous avoir consacré cette soirée. L'Institut et le public ici présent vous sont très reconnaissants. Merci et nous beaucoup. Vous souhaitons beaucoup de succès dans la mise en œuvre de vos politiques. Merci beaucoup. Très bonne soirée, merci. J'aimerais juste vous rappeler encore que nous avons toute une série de conférences passionnantes sur des sujets très différents.